Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde intitulée « Récits d'avenir, les fictions au service de la transition ». Alors si on voulait le formuler encore plus simplement, on pourrait le poser de la façon suivante. La fiction peut-elle changer nos modèles de société ? Petite introduction d'usage pour définir le périmètre de notre échange avant de vous présenter, mesdames et messieurs. La fiction, c'est ce qui fait le récit du passé, du présent et de l'avenir. C'est en ça qu'elle se différencie de la science-fiction. La fiction se définit comme une construction narrative, mais je le dis sous votre contrôle, vous pourrez me reprendre tout à l'heure, une construction narrative issue de l'imagination, et qui agit comme un miroir du monde, mais qui évidemment ne prétend pas représenter la réalité de manière factuelle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si elle ne prétend pas représenter la réalité, c'est peut-elle influencer cette réalité au service de la transition écologique et sociale ? 3 sous-questions qui vont un peu séquencer notre discussion. 1. Est-ce que la fiction a le pouvoir de constituer un vrai moteur, sans mauvais jeu de mots, de transformation écologique et sociale ? Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de fiction engageante ? 2. L'entreprise. Pourquoi on va parler d'entreprise ? Parce que quand on parle de transition, on considère que l'entreprise est le meilleur moteur de la transition. Mais est-ce que c'est un sujet de fiction engageante aujourd'hui ? Et comment on pourrait aller plus loin pour que l'entreprise soit un sujet de fiction engageante ? Et puis 3, ça c'est un peu la surprise, c'est une improvisation pour vous, on s'en est pas parlé, mais on va lancer un appel. On va lancer un appel à toute la profession, aux réalisateurs, pour oser renouer avec l'utopie. On verra que l'utopie, ça a été largement déformé, mais si on revient au sens propre de l'utopie, il y a encore tout à faire pour guider la transformation sociale. Voilà pour cette introduction. Je présente maintenant nos top invités. Je dis bien top parce que, mais bravo, mais c'est tellement extraordinaire ce que vous faites tous les jours. Mélissa Saint-Fort. Bonjour. Mélissa, tu es directrice RSE du groupe TF1, donc tu vas avoir plusieurs casquettes pour regarder le sujet avec nous. Léa Boringer, tu es scénariste et productrice artistique, je reprends les termes. Productrice tout court. Et ben voilà. Clélia Sarotte, tu es donc scénariste et réalisatrice. Bonjour. Et Fabrice Bonifay, alors on ne te présente plus, mais je le redis quand même, tu es président du C3D, président de GenAct, la top association. Alors voilà, vous l'avez derrière. Quand vous allez sortir, après avoir entendu Fabrice, vous aurez tous envie de devenir GenActeur et GenActrice. Quel rapport avec la fiction ? Ça va être le job de Fabrice de nous l'expliquer. Alors, Mélissa, je vais commencer par te poser une question, parce que en phase de préparation, et oui, on a préparé ce débat, en phase de préparation, tu m'as dit « je suis un peu gênée par cet intitulé « Récits d'avenir », parce que finalement, la transformation, on la raconte déjà dans la fiction. Alors, c'est peut-être le moment d'évacuer cette confusion entre fiction et science-fiction, parce que la fiction, ça peut refléter le réel quand même souvent, d'ailleurs, à travers les séries notamment. Donc, la fiction, c'est le récit des faits imaginés. La science-fiction, c'est des états futurs sur le mode de l'extrapolation. Et donc, on va, avec toi, relativiser la notion de nouveau récit pour se focaliser sur la notion de récit. Oui, en fait, c'est ça. C'est que je te disais que j'étais un peu gênée par tous les termes qui avaient émergé récemment sur le sujet, nouveaux récits, nouveaux imaginaires, etc., etc., dans le sens où les récits, ils évoluent en permanence depuis des années. Si on regarde le cinéma il y a 50 ans ou aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont évolué. Et en l'occurrence, effectivement, chez TF1, la transition, elle est déjà en marche. Mais si on prend l'exemple de sujets sociétaux, ne serait-ce que la place des femmes dans la fiction, elle n'a plus rien à voir aujourd'hui avec les rôles des femmes dans les fictions il y a 10 ans. Donc en fait, le fait de dire qu'il y aurait encore des nouveaux récits ou des nouveaux imaginaires là-dessus, voilà, c'était un petit peu là-dessus que je réagissais. Oui, les femmes et puis le handicap, par exemple. Le handicap, par exemple, avec
Pareil, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas du tout, dans les fictions en tout cas françaises, ou alors ça allait être vraiment un personnage qui allait apparaître 2 minutes dans un fauteuil, et d'ailleurs le comédien qui jouait ce rôle-là n'était pas en situation de handicap. Donc là aussi, tout ça, ça a beaucoup évolué. On a énormément de séries aujourd'hui qui parlent directement du handicap avec des comédiens en situation de handicap, ou une série comme Les Randonneuses qui parle du cancer avec 4 femmes qui font une randonnée, qui ont été touchées par le cancer, mais avec beaucoup d'humour. Donc en fait, ça là-dessus, je trouve que ça a déjà évolué, et spécifiquement pour l'aspect environnemental. Pareil, en fait, c'est vrai qu'on a peut-être tous démarré par un sujet qui était plus d'informer, de sensibiliser, d'éduquer. Donc ça passait plus par les JT, les documentaires sur Ushuaïa TV, ou sur des experts scientifiques qui viennent sur Quotidien, sur TMC, etc. Mais là, depuis quelques années, on glisse de plus en plus des arches narratives ou des personnages qui vont glisser des petits sujets, en fait. Par exemple, des jeunes qui vont dire à leurs parents « je veux plus voyager en avion, mais en train pour les vacances d'été », ça va créer un conflit familial avec de l'humour tout autour. Ça peut être de plus en plus de personnages qui vont être avec d'autres métiers, d'autres modes de déplacement aussi à l'image. Voilà, donc on fait quand même attention à ça depuis un moment. C'est vrai qu'on n'a pas encore de nouveaux récits, au sens un récit où tout serait complètement différent dans un monde où ça y est, effectivement, tout le monde a fait la transition écologique, où il n'y a plus du tout d'énergie fossile, et ça, c'est vrai que ça n'existe pas encore. Il n'y a pas encore eu de science-fiction, peut-être, là-dessus. Oui, ou de projection sur justement l'utopie dont on parlera en conclusion. On va peut-être regarder un petit film que tu nous as préparé, et on va revenir sur ta fonction qui est singulière, parce que quand on est directrice RSE au sein d'un média comme TF1, avec l'importance que ça a dans le paysage médiatique, ça veut dire que tu pousses la propre transformation de ton entreprise en tant que directrice RSE, et la place des sujets de responsabilité sociale et environnementale, donc sociétale, au sein des programmes de TF1. Donc ce petit film résume pas mal de choses, et je te laisserai réagir pour le commenter tout de suite après. Réunir les Français ensemble dans une société plus durable et plus juste, c'est la vocation du groupe TF1. Et pour faire bouger les lignes, le groupe s'engage à intensifier la diffusion de contenus dédiés à la transition écologique avant la fin de la décennie. La sensibilisation éco-responsable, ça ressemblera à quoi en 2030 ? Chez TF1, on considère que l'environnement, finalement, est un petit peu dans tous nos sujets, dans les questions de logement, de transport, d'alimentation, de voyage. Donc c'est de cette façon-là qu'on envisage le traitement environnemental de l'actu dans nos JT. Ushuaïa TV, c'est une chaîne positive et pionnière sur la thématique de la protection de la planète. Ça s'articule autour du triptyque explorer, s'émerveiller et protéger, autour de magazines, de documentaires évidemment, mais aussi de longs métrages. Et puis on suit l'agenda de la planète autour des COP, ces grandes conférences climat, mais aussi des journées mondiales, des océans, Journée mondiale du climat. Le principal pour nous, c'est de raconter une histoire. Et l'écologie, elle infuse ces histoires. Dans Ici Tout Commence, on parle d'écologie toujours par le biais de la cuisine, parce que c'est notre arène. Il y a 1000 manières de parler d'écologie par le monde de la cuisine, que ce soit par le gâchis alimentaire, par la traçabilité des produits. Ça va infuser nos intrigues. Quand un prof est pas content, on avait l'habitude d'écrire il jette le plat à la poubelle. Et puis petit à petit, on s'est questionné, on s'est dit est-ce que ça a du sens en fait aujourd'hui de montrer ça à l'écran ? TF1, en tant que groupe média leader, a le devoir de participer à la sensibilisation à la transition écologique. Nous avons un comité d'experts qui travaille avec les journalistes de TF1 et de LCI, et ils vont accompagner la rédaction dans son travail au quotidien pour suivre les enjeux environnementaux. Tous les journalistes de la rédaction sont formés aux questions environnementales. On réfléchit à la façon dont on peut résoudre des problèmes posés par le changement climatique, et en tant que journaliste, on va aller un petit peu expérimenter ces solutions. Est-ce qu'elles fonctionnent ? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Si elle ne fonctionne pas, pourquoi ? Et c'est sur ça qu'on va enquêter. J'espère qu'en 2030, on aura encore plus de fiction engagée sur TF1. Une des façons pour donner aux gens envie d'agir, c'est d'utiliser l'engagement de personnalités pour promouvoir des initiatives éco-responsables. En 2030, j'espère qu'on se dira plus est-ce qu'on doit traiter ce sujet environnemental, mais que ça sera finalement un petit peu un réflexe pour tout le monde. Alors un commentaire sur ce film, Mélissa ? Oui, alors il a été fait dans le cadre d'une série de programmes courts qui s'appelle Destination 2030, sur un peu tous nos piliers, sur où on sera en 2030 sur ces sujets-là. Et en fait là, il y a plein de petites choses qui ont été dites. Il y a l'exemple effectivement de la fiction Ici Tout Commence, où en fait c'est un bon exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on
préfère peut-être avoir une fiction très grand public, très mainstream, vue par des millions de gens au quotidien, dont le sujet principal va pas être l'écologie, mais où tu glisses énormément de messages dedans. L'exemple de la cuisine, il est génial pour ça, mais on a plein d'autres séries en fait où tu vas avoir encore une fois des personnages, des métiers, des visuels, des paysages, etc., qui vont traiter du sujet environnemental sans que ça soit le cœur même, le sujet même de la fiction, parce que je pense que si on le disait comme ça, peut-être qu'on aurait moins de téléspectateurs aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet d'anxiété derrière aussi, qui peut faire peur. Donc, et en fait, on touche plus de monde en ayant voilà, des petits sujets comme ça au quotidien que d'avoir... Si je prends l'exemple de Don't Look Up sur Netflix, par exemple, c'est un super gros coup. Et d'ailleurs, au final, ça ne traite pas directement de l'environnement. Tu le comprends, mais c'était pas le sujet. Et je pense que si on nous avait dit que c'était le sujet, il aurait peut-être été moins regardé, même s'il a un casting de dingue. C'est aussi ça qui fait que ça a marché. Mais nous, on pourrait très bien avoir des coups comme ça une fois de temps en temps, mais d'avoir finalement de la sensibilisation environnementale et des rôles modèles aussi, quelques personnages clés qui influencent vraiment. Encore une fois, je prends l'exemple des femmes tout à l'heure. On a de plus en plus de femmes héroïnes, de femmes sportives, de femmes, voilà. Petit à petit, ça inspire les jeunes filles d'aujourd'hui. Et bien pareil, si tu as des personnages qui sont très engagés sur l'aspect écologique, mais dans des séries qui parlent d'autre chose, ça peut vraiment influencer les téléspectateurs qui nous regardent. On va en parler justement des personnages, de la notion de héros, notamment avec toi, Léa. Enfin bon, avec toutes les deux, Clélia aussi, hein, parce que vous travaillez sur des personnages, sur la dimension psychologique. Est-ce que véhicule ce personnage avec des vrais débats derrière. On va en parler tout de suite. Mais en même temps, c'est bizarre parce que les sujets de transition, ils sont connus, archi connus aujourd'hui. Il y a l'agriculture régénérative, il y a l'économie circulaire, il y a la biodiversité, etc. Mais pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi est-ce que tout ça, ça n'a pas plus de place dans la fiction? Parce que c'est quand même se projeter sur un monde désirable. Quand tu dis ces mots-là, il faut être conscient que le grand public ne comprend pas forcément. Nous, on est dedans, hein, on est tous quand même des grands spécialistes du sujet, mais si tu prends un jeune de 18 ans ou une personne de 55 ans qui nous regarde à 19h et tu lui dis économie régénérative, je suis pas sûre que tout le monde le comprenne. Et si tu le dis comme ça peut faire flipper. Nous, on a deux rôles chez TF1, c'est soit informer, et ça, on le fait très bien dans nos JT. On a fait un sujet sur les limites planétaires, par exemple, qui est un sujet technique compliqué, mais un sujet hyper pédagogique de 7 minutes, qui est génial, qui a été vu 15 millions de fois. Voilà, mais tu es dans une logique d'information, de JT, et là encore, ça a été fait de manière ludique, pédagogique, avec de la réalité augmentée, etc. Voilà. Soit on est là pour divertir. Mais si tu dis le mot économie régénérative dans une série grand public, tu perds les gens. Donc en fait, tu peux peut-être le traiter, mais encore une fois, ça va être plus discret. Donc c'est en train de venir. Après, il y a un enjeu, et ça, les filles en parleront sans doute, qui est aussi de former la filière. Donc, nous, déjà, on a commencé par former toutes nos équipes pendant 2 ans, donc nos conseillers artistiques, nos journalistes, etc. Mais derrière, en fait, nous, on est dépendant d'une chaîne qui va jusqu'aux auteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs à qui on achète des fictions. Et donc ce monde-là, c'est énormément de gens qu'on ne maîtrise pas, des intermittents, des gens qui sont partout sur le marché. Ça a pris du temps à ce qu'ils se forment. Donc là, il y a des nouvelles associations qui existent, comme Nouvelle Séquence, par exemple, qui est une asso de 150 auteurs qui forment justement les auteurs à ces sujets-là. Mais si eux-mêmes ne savent pas c'est quoi les enjeux de la biodiversité, ils vont pas le placer dans les fictions. Bien sûr. Ok, bon évidemment il y a plein de sujets qu'il nous faut creuser. D'ailleurs c'est un sujet qui devrait être récurrent. Là je m'adresse à François Morgan qui est là-bas. François, donne-nous l'occasion de pas le traiter en one shot ce sujet-là, mais de le faire régulièrement tous les ans parce que ça va bouger et ça va avancer. Merci Mélissa. Alors je propose qu'on s'arrête sur cette notion de personnage parce que j'ai adoré ce que vous m'avez raconté toutes les deux en préparation. De personnages et des héros. Alors Eléa, tu m'as confié d'avoir été très très malheureuse d'abandonner ton personnage beau gosse de la série The Bear parce que ce héros il jette les mégots par terre et là tu t'es dit à un moment donné c'est pas possible que je vénère ce héros qui jette ses mégots par terre, au moins qu'il ait un cendrier de poche, m'as-tu dit. Et tu dis aussi que Batman c'est pas tu l'adores mais c'est pas un éco-héros. Alors toi, tu travailles sur un projet dont je vais faire réagir Fabrice, évidemment, sur ce projet tout à l'heure. Comment tu as abordé ce projet? Tu peux en parler un petit peu en teasing à travers ces personnages et ces héros, justement.
Bien sûr, oui, c'est vrai que j'ai arrêté de regarder The Bear parce que je supportais plus de voir le personnage principal fumer des clopes et les jeter par terre. Je me suis dit quand même qu'en 2025, on pouvait essayer d'inspirer ou de créer des personnages principaux avec des meilleurs comportements. Mais de façon juste un peu plus globale, la réflexion qu'on a eue et dont on a discuté avec Fabrice, c'était de se dire c'est quoi, on voulait faire un film écolo. Et tout de suite, on se dit mais c'est quoi un film écolo et une fiction d'avenir, justement. On essaye de faire une liste des films qui nous ont inspirés, qu'on a trouvé intéressants. Et il y a un peu 3 catégories qui émergent assez rapidement, qui sont soit le film catastrophe, donc on a cité Don't Look Up, mais il y a aussi le jour d'après, enfin voilà, mais qui sont des films quand même assez sombres, assez dark, de survie, voilà, film catastrophe. On a le film inspiré d'une histoire vraie, donc les films d'un combat singulier, le Darkwater par exemple, ou Goliath en France, donc des films qui vont nous raconter le combat d'hommes et de femmes ordinaires contre justement des injustices écologiques ou éthiques. Et puis enfin, on a la fable, le conte métaphorique. Alors, pour moi, c'est Princesse Mononoke, mais c'est aussi récemment le film d'animation Flow, avec ce petit chat qui va survivre au désastre, à une sorte de nouvelle arche de Noé. Et donc, comment on fait pour renouveler cette fiction d'avenir sans être rangé forcément dans l'une de ces 3 catégories? Et nous, ce qu'on s'est dit avec Fabrice, c'est qu'on s'est dit, on veut pas être dans ces catégories. En fait, pourquoi il y aurait des catégories? Parce qu'on avait fait cette liste, on s'est dit, mais en fait, pourquoi demain, tous les films ne seraient pas justement des fictions d'avenir? Et donc, au lieu de penser big et catégories et éléments qu'il nous fallait absolument pour s'inscrire dans un genre ou un autre, on s'est dit, on va déconstruire le genre de la fiction d'avenir et essayer de faire juste quelque chose qui nous faisait kiffer, en pensant évidemment à notre public. Et l'idée, on s'est dit, voilà, le genre qui nous plaît, le genre dont on retient beaucoup, souvent de messages, de petites répliques, c'est la comédie. Et donc, on va développer de la comédie. Mais comment, du coup, faire passer nos messages? C'est vraiment c'est le soft power de base, mais de se dire, on fait du placement de produits depuis des années. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à faire du placement de comportement? Et c'est ça qu'on a essayé d'imaginer ensemble avec Fabrice à travers une comédie qui s'appelle À tout prix, qui est une comédie d'usurpation où notre héros, Basile, a 40 ans, est sur le point de perdre la garde de sa fille s'il ne prouve pas au juge qu'il a un CDI, et il va se faire embaucher comme directeur RSE d'une entreprise textile qui cherche à redorer son blason. Évidemment, il n'y connaît rien, donc sa première idée, ce sera de mettre en place l'initiative Take Your Poubelle Home, puisque en effet l'entreprise produit 300 poubelles par semaine et a 300 employés. Donc si chaque employé part à la fin de la semaine avec une poubelle qu'il jette chez lui, l'entreprise ne produira plus de poubelles. C'est quand même une super bonne idée. Bon, évidemment, c'est un échec. Mais en fait, on a essayé de le prendre par ce prisme-là pour justement parler à nos spectateurs qui viennent voir un divertissement et de façon évidemment très sournoise, lui glisser à l'oreille qu'on peut se divertir tout en étant justement inspiré par des nouveaux héros, des nouvelles héroïnes qui conduiront pas une Batmobile ou un Bat-bateau, mais iront à vélo à leur travail, auront du shampoing solide dans leur salle de bain, du vrac dans leur cuisine, et auront un peu ces comportements qu'on essaye d'insuffler, ou en tout cas de montrer comme des exemples inspirants, et arrêter de jeter leur mégot par terre dans les fictions. Merci. Alors, on continue. Donc, Fabrice, en tant que grand témoin, je vais passer à Clélia, et puis je vais te faire réagir sur tout ce qu'on vient de dire. Si on reste sur la question de la place, évidemment, de l'écologie, enfin de la transition écologique et sociale, on ne peut évidemment pas différencier, enfin séparer les deux. On est dans un couplage indissociable maintenant. Si on regarde ça, il y a des personnages de fiction qui sont qu'on confronte à ce sujet-là. J'aimerais bien que tu partages ton cheminement sur le sujet, Clélia, puisque toi, tu as résolument décidé de t'y consacrer. Tu as dit, ça ne se fait pas ou ça ne se fait pas suffisamment, donc moi, je vais en faire une spécialité, je le dis haut et fort. En revanche, j'ai en face de moi des gens, des diffuseurs, des producteurs qui disent, non, c'est trop technique, il n'y a pas de conflit, ça ne plaît pas aux diffuseurs, c'est trop moralisateur. Bon, alors toi, tu t'es dit, il y a un truc qui marche, un peu comme toi, Léa, c'est l'humour. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'étais à Polytechnique, et du coup, j'étais de la génération au moment où vous avez eu les discours de l'AgroParisTech, etc. Et moi, je savais que je voulais faire du cinéma, et ce qu'on conseille aux jeunes auteurs, c'est de parler de ce qu'on connaît,
Moi, personnellement, l'écologie, ça a pulvérisé ma vie, en fait. Vraiment, je rêvais de parcourir le monde, je voulais inventer 15 000 trucs, parce que je trouve que l'ingénierie, c'est super cool. Tout ça n'était plus d'actualité à la fin de mes études. Donc, quand on parle de est-ce que les héros, enfin, est-ce que le public se sent concerné, quand je me suis retrouvée au Festival de Cannes, je me suis dit, mais c'est hyper inspirant. Il y a plein de films engagés justement sur la cause des femmes, la cause des minorités. Mais il n'y a rien sur l'écologie, alors que toutes mes relations sociales se sont fait bazarder par l'affaire. Non, c'est pas possible. Il faut parler de ça. Ne serait-ce que, moi, j'avais besoin de parler de ce que j'étais en train de vivre. Et donc, j'ai écrit un projet là, sur la famille, sur la relation avec ma mère là-dessus. Voilà. Vraiment, on touche sur des sujets très intimes. Aujourd'hui, vous êtes écolo, vous voulez sortir avec un gars qui n'est pas écolo. Faut s'accrocher, quoi. Enfin, on peut plus manger pareil, on peut plus se transporter pareil. Voilà. Donc pour moi, le conflit, il est là, partout. Voilà. C'est pour ça que si on est de plus en plus de célibataires, ça va devenir mauvais signe quand même. Voilà, non, ça, il ne faut pas surtout pas qu'on soit célibataire. Mais en tout cas, par exemple, quand on a écrit La Bohème 2050, donc on a transposé avec ma collègue qui est là, Claire. On a transposé l'opéra de Puccini, qui est La Bohème, en 2050. Donc La Bohème, c'est l'histoire de 4 artistes qui crèvent de froid parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à se chauffer, et qui ont des histoires d'amour pas possibles. Et nous, on devait faire 4 artistes qui crèvent de chaud. Bon, quand on a écrit cette histoire, on était 4, on était sous les combles, il faisait 50 degrés, on avait des histoires d'amour pas possibles, et ma collègue était en train de découper les couvertures de survie en disant peut-être si je les colle, il va faire moins chaud. Donc du coup, nous, on était dans le jus de ce qu'on faisait. Donc, enfin, pour moi, oui, c'est même pas une décision, c'est juste parler de ce qui nous touche au quotidien et de ce qui nous questionne. Après, il y a un sujet sur la bohème, comme vous avez dit, comme a dit Mélissa, c'est que les termes dans lesquels on baigne sont incompréhensibles et c'est pas très poétique en fait. Enfin, dire oui, la régénération des... Non, c'est nul. Enfin, c'est technique. C'est pour l'instant encore technique et expert. C'est du jargon. La sobriété fait plus penser à l'alcool qu'à l'énergie. Ou à un truc restrictif triste. Voilà, si tu dis le mot sobriété, en fait... Exactement. Et donc là où je trouve qu'il y a un enjeu technique, dramatique hyper intéressant, c'est de réussir justement à ramener l'émotion qui, elle, existe dans ce jargon, de s'affranchir de ce jargon technique. C'est pour ça que je trouve que l'humour, c'est hyper intéressant. Et le contraste entre la fin du monde et quel chocolat on a le droit de manger, moi, il me reste... Vraiment, je trouve que c'est une base d'inspiration sans fin, quoi. Et alors justement, on parlait des personnages et tu m'as partagé une préoccupation que tu as sur comment, et tu n'as pas toutes les réponses, mais on peut peut-être en trouver ensemble, et notamment avec le projet de Léa. Comment on fait dans un contexte de friction sociale comme ça, où l'écologie elle est un peu clivante, il faut dire, dans notre société. Comment on fait pour éviter la stigmatisation, la caricature des personnages? Parce qu'on peut presque faire plus de mal que de bien, en tout cas être complètement contre-productif à vouloir présenter des personnages vertueux et donc ils vont peut-être encore exciter l'antagonisme justement plutôt que de provoquer l'empathie. Complètement. J'avoue que du coup j'ai absolument pas la réponse. C'est une question qu'on va se poser tout le temps, qu'on se pose tout le temps, pour les personnages vertueux et pour les antagonistes. Si le personnage est trop parfait, alors on est perdu. Si le personnage est trop méchant, du coup c'est trop caricatural. Sauf que les caricatures dans la vraie vie, ça existe, on les voit tout le temps. Mais du coup, qu'est-ce qu'on raconte? Surtout en ce moment. C'est exactement. Et du coup, je trouve que là où on a beaucoup de chance, c'est qu'une série et un film, c'est plus long qu'un post Instagram. Et ça, c'est une force énorme aujourd'hui, parce qu'on a le temps de rentrer dans la complexité, de creuser, de se dire ce personnage n'est pas une personne comme ça qui va dans une seule direction. Il va passer par 15 000 interrogations. Et aussi, si vous avez... Je prends l'exemple de la série sur la famille. Un boomer, il n'y en a pas qu'un en fait. Il y en a 15 qui déclinent toutes des peurs, des sensibilités différentes. Et donc, dans cette construction dramatique, on peut aller creuser. Et moi, je trouve ça hyper fort. Et je trouve que c'est l'endroit où on peut faire du lien, où on a le droit de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de se dire, en fait, ce mec, il voit les choses comme ça parce que si, parce que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il y a un terrain qui est aujourd'hui en particulier extrêmement précieux. Merci Clélia. Fabrice, pardon Mélissa, tu voulais réagir? J'avais un exemple sur des personnages, ouais. En fait, nous, on aime bien caricaturer les autres, c'est-à-dire les climato-sceptiques. Oui. Donc en fait, encore une fois, on passe par l'humour, c'est comme pour le handicap ou le cancer. On a, dans Plus belle la vie, on a un personnage climato-sceptique, je crois, et on n'arrête pas de se moquer de lui. Oui. On a eu une autre série récemment qui s'appelle Flashback, qui n'a rien à voir, qui est une série policière, où c'est une femme de 30 ans aujourd'hui qui se retrouve 30 ans en arrière, en 94, pour retrouver son père, qui entre-temps était mort, etc. Bon. Et en fait, le père est joué par Michael Youn,
personne qui, en 94, est sexiste, raciste, homophobe. Il y connaît rien à l'écologie, donc il jette ses mégots par terre, il jette son gobelet dans la Seine. Il connaît pas le tri des poubelles, ça n'existait pas en 94. Et en fait, c'est tellement drôle de voir à quel point il est loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Elle est végane dans la série. Le mot végane n'existait pas en fait à l'époque. Mais du coup, elle paraît hyper cool et normale parce qu'en fait, tout ça est devenu normal aujourd'hui. C'est pas elle qui est trop écolo ou trop féministe, c'est lui qui est complètement. Et en fait, 94, c'était très très nul. Donc en fait, et la manière dont c'est traité, c'est pas le sujet de la série, mais les messages passent hyper bien. Voilà, c'était juste. Merci. Fabrice, est-ce que la transition est un sujet de fiction? Est-ce qu'il est possible de la rendre populaire? Tout l'enjeu, c'est ça. C'est que on en parle depuis des années, mais en fait, elle n'a pas vraiment commencé dans les faits. Parce que, on voit bien que les chiffres qui pourraient l'attester ne l'attestent pas, tout simplement. Et donc, on a essayé le pragmatisme de ce que nous disent les scientifiques. Donc, on s'est dit, les scientifiques le disent, ils l'ont démontré, donc forcément, on va le faire. Et on ne le fait pas. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et on sait que les verrous socio-techniques, c'est comme ça qu'on les appelle, sont tellement importants. Les certitudes qu'on a sur l'économie, sur le développement, et surtout aussi sur une espèce de croyance sur le fait qu'on va s'en sortir parce qu'on va trouver des solutions demain. Donc, il n'y a pas besoin de se remettre en question parce qu'on va trouver des solutions, parce qu'on a foi dans la technologie. Et beaucoup de nos gouvernants aujourd'hui et nos responsables d'entreprise se disent « Ok, ça ne va pas, mais on va finir par trouver parce qu'on a toujours trouvé. » Alors, je caricature un peu, mais c'est ça qui se passe. Donc, pourquoi faire des efforts? Pourquoi changer alors que de toute manière, on va trouver une solution? Mais quand on regarde de plus près le problème, le temps qui nous reste pour agir et surtout le panel des fameuses solutions qui n'existent pas, on voit bien que ce n'est pas un problème de solution, c'est un problème de comportement et de changement civilisationnel. Il va falloir qu'on adopte des nouveaux modes de vie. Voilà. Et alors là, les gens sont démunis parce qu'ils disent bah oui, mais ça remet en cause tout notre discours depuis des années de croissance infinie, de technosolutionnisme. Ça casse tout, quoi. Et ça, dans l'entreprise, ça passe pas très bien, ce type de discours. Ça passe pas du tout. Si tu vas dire, voilà, ça serait bien qu'on fasse du renoncement, un plan de décroissance. Là, les gens qui sont dans les boîtes et qui parlent de ça, leur durée de vie dans le système est quand même pas très longue. Donc, si on peut pas y aller en frontal, eh ben, il faut y aller. C'est la différence entre le jeu d'échecs et le jeu de Go, quoi. Il va falloir y aller autrement. Et j'ai compris assez tard, malheureusement, que l'émotion, les fictions, ça pouvait nous aider à réfléchir et à changer de point de vue. Merci Léa, merci Cléa. Heureusement qu'elles sont là. Et puis il y en a plein d'autres, bien sûr. Mélissa, évidemment. Mais Mélissa, elle fait partie du bocal. Donc on le sait. Et dans ma petite tête, je me suis dit, avant, dans les fictions, moi j'ai grandi avec Colombo, le commissaire Maigret. Il y avait les méchants, c'était les voleurs, les assassins. Et les gentils, c'était les policiers. Voilà. Et maintenant, moi je propose que les méchants, c'est ceux qui détruisent la planète, et les gentils, c'est ceux qui essayent de le sauver. Donc voilà, il faut trouver un petit peu ce clivage, et même celui qui va sauver la planète, et Cléa a raison, ils ne sont pas complètement parfaits. Voilà, parce que s'ils sont trop parfaits, ça ne marche pas. Voilà, donc on a tous notre part d'ombre. Moi j'ai acheté un jean 500, c'est pas parfait, j'aurais dû prendre un 1083. Donc je me suis dit, merde, j'ai oublié. Voilà. Donc on a tous notre pardon, mais quand même, il faut dénoncer ceux qui tuent le monde. Parce qu'avant, on arrêtait ceux qui tuaient les gens. Maintenant, il faut arrêter ceux qui tuent le vivant. Parce que c'est ça le sujet. Et parce que, on le dit souvent, quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que sucer sa carte bleue, c'est pas comestible. Donc notre premier capital, c'est le capital nature. Parce que toute l'économie dépend de la bonne santé du capital nature et des services écosystémiques qui sont gratuits. Mais si on explique ça aux gens, ils ne comprennent rien. Donc, on a besoin des scénaristes, on a besoin des réalisateurs, on a besoin des diffuseurs pour faire émerger des nouvelles fictions qui tournent autour de ça, parce que le temps est arrivé. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mélissa, ça devient presque naturel maintenant de parler de ces sujets. Mais la difficulté, c'est d'avoir le talent pour y arriver. Parce qu'il n'y a pas de recette pour faire un film à succès, pour faire un livre à succès, ou faire une chanson à succès. Il n'y a pas de recette. Parce que s'il y avait cette recette, ça marche à chaque coup.
Et quand on regarde le nombre de films qui sortent, il y en a combien qui marchent bien? Extrêmement peu, c'est pareil pour les livres. Le petit truc en plus, je crois qu'ils ont fait 10 millions de vues. Je ne suis pas sûr, quand Artus a sorti son truc, qu'il espérait 10 millions. Hein. C'est même sûr, c'est évident. C'est pareil pour Intouchable, etc. Mais il y a des fois, ça marche. Et quand on décrypte, lorsque ça marche, ça c'est comme les analystes politiques sont toujours très forts pour décrypter après que l'événement soit arrivé. Hein. Mais on voit quand même que l'émotion, l'humour et la sincérité des acteurs, c'est quand même un triptyque, ça, qu'il faut quand même... et avoir une belle histoire. Et des gens... Et dès que ça touche le cœur, tout de suite, ça marche bien. Et les films qui marchent bien, c'est les films qui font pleurer, c'est les films qui font réfléchir, c'est ça qui touche le public. Et c'est pareil pour les artistes comme les chanteurs, etc. Les chanteurs qui mettent beaucoup d'émotions. Céline Dion, elle a une carrière extraordinaire parce qu'elle avait cette capacité à susciter de l'émotion. Et on a vraiment besoin de ce levier-là aujourd'hui pour faire prendre conscience aux gens que c'est très grave ce qui est en train de se passer d'un point de vue écologique et social. Pareil, bien sûr, les deux, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. C'est très grave qu'il n'y a pas de solution technologique. La technologie va nous aider, bien sûr, mais il n'y a pas de solution technologique. Il faut qu'on remette en question nos modes de vie. Notamment, nous, les pays à haut revenu, parce que même s'il y a des grosses différences de moyens entre les Européens ou les Occidentaux qui ont moins et ceux qui ont plus, globalement, on fait partie des nantis quand même au niveau matériel. Ça ne nous rend pas plus heureux, mais on fait quand même partie des nantis. Et il va falloir qu'on ralentisse ce consumérisme, etc. Et c'est tellement le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école depuis qu'on est tout petit, travailler plus pour gagner plus, rappelez-vous. Hein, toute notre vie, on est poussé à la compétition, à écraser l'autre, à gagner toujours plus d'argent, avoir comme seule boussole le profit. Là, il va falloir qu'on remette dans la tête des gens que le plus important pour être heureux, c'est le capital immatériel. Et le capital immatériel, c'est pas monétaire. C'est la chanson de Alain Souchon, Full Sentimental. Et parce que les gens disent ok, très bien, c'est bien le capital matériel, mais il faut quand même que je mange, il faut quand même que je me loge, il faut quand même que je me transporte. Et il va falloir qu'on réduise les besoins de tout ça. Et qu'on leur dise vous allez mettre une partie de votre bien-être sur des choses qui sont non commerciales. Mais il y a quand même tout un tas de trucs qui ne fonctionnent qu'avec du commercial. Alors comment ces gens-là vont devoir réinventer leur modèle d'affaires? Et ça, c'est Gen Act. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Bravo, tu séquences bien. Et effectivement, on parlera en fin de cette table ronde de Gen Act. Je voulais, parce que toi, c'est absolument extraordinaire, parce que tu détectes les talents. Hein, on en a deux autour de toi. Et tu portes les projets avec une intensité qui fait que généralement, ça aboutit, ça finit toujours par exister. Léa, donc, à tout prix, c'est une histoire que vous, finalement, que c'est un projet que vous faites aboutir ensemble. Hélas, on ne l'a pas encore fait aboutir. On cherche des diffuseurs. Si vous avez des diffuseurs, là, vous avez comme les meilleures pépites de l'histoire. Maintenant, on cherche des diffuseurs, parce que c'est Léa, depuis 1 an et demi, là, on a une histoire formidable. Un an, voilà. On a une super histoire. Maintenant, on cherche un diffuseur parce que c'est pas le tout d'avoir des belles histoires. S'il n'y a pas de diffuseur, pas de chocolat, quoi. Donc, on cherche ça. Voilà. Donc, il faut qu'à tout prix sorte, à tout prix. Voilà, appel qui va être... On cherche aussi, pour répondre aussi à ce que disait Mélissa, à avoir un casting aussi un peu événementiel. Don't Look Up, je pense, a eu ce succès parce qu'on avait Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Donc, on ne cherche pas à avoir Leonardo DiCaprio dans le rôle principal de Basile, mais quoique s'il est dispo et que... Voilà. Non, mais on cherche à avoir justement un casting un peu événementiel qui peut attirer notre spectateur si on est sur TF1 ou si malheureusement on est ailleurs, ou heureusement ailleurs, mais en tout cas notre idée ce serait aujourd'hui de continuer dans la relation qu'on a avec TF1 et qui soutient en fait cette initiative là et la démarche de divertissement qu'on a essayé d'injecter dans cette histoire. Mais voilà, on a cette recherche qu'on espère aboutira prochainement, d'avoir ce casting qui va se dire que le spectateur a pas l'impression qu'il vient pour voir une fiction écologique, il vient parce qu'il vient voir son film du dimanche soir ou du lundi. En fait, il vient juste voir un divertissement. Et il en ressortira, on l'espère, bouleversé, ému, mort de rire, mais avec 2-3 idées en tête et peut-être une meilleure compréhension de ce que veulent dire les lettres R, S et E qui sont quand même un peu cryptées et pas hyper simples pour tout le monde, et que non, manger du poulet, c'est pas végétarien, parce que ça aussi, parfois,
on mélange un peu tout. Voilà. Mais c'est vrai que si on regarde par exemple, alors c'est vrai que l'entreprise, il n'y a pas eu énormément de fiction qui campe du narratif dans le monde de l'entreprise, mais il y en a eu quelques-unes quand même, dont notamment la série 10%, alors qui marche parce qu'il y a un casting incroyable. D'ailleurs, il faudrait peut-être s'en inspirer. Peut-être que dans À tout prix, il y a des stars qui peuvent venir faire des apparitions sur cet autre sujet. Il y a un exemple dont on avait parlé très rapidement, qui est la série Made in France, qui a été diffusée récemment sur France Télévisions, avec la comédienne Cécile Bois notamment, et qui est une comédie sentimentale avec une femme qui va se faire embaucher comme l'assistante de la maîtresse, enfin ex-maîtresse de son mari, mais qui travaille, elle, dans une maison familiale de sac à main Made in France. Et en fait, on est dans une série, une comédie un peu sentimentale, mais on va parler en arrière-plan de savoir-faire, d'entrepreneuriat et de savoir-faire artisanal, justement Made in France jusqu'au titre. Et on n'y vient pas pour se dire je vais en apprendre plus sur la fabrication des sacs à main. On y vient parce qu'il y a cette comédienne extraordinaire, parce qu'il va y avoir des intrigues un peu légères, et on y vient pour le divertissement, tout en ressortant, en ayant intégré que peut-être que c'est bien quand on va acheter un sac à main ou des vêtements, d'acheter de la fabrication française, qui est normalement un peu plus éthique et éco-responsable. En tout cas, on a super envie de voir ce projet aboutir, parce que ça sera la première fois que le personnage central est alors peut-être par usurpation, effectivement, mais à la fin il a compris quand même. À la fin il y a pris goût et il finit par être un vrai directeur RSE. C'est un directeur RSE, ce personnage qui est dans la vraie vie au cœur de toutes les tourmentes aujourd'hui, compte tenu du contexte. Oui. Donc il lui arrive plein de trucs. On a envie de voir ce projet. Mélissa, si évidemment, je sais que vous êtes mobilisée. On le regarde, il a été. Non, mais la directrice de la fiction de TF1 a vu et soutient le projet, et on attend encore quelques étapes, dont le casting, effectivement. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, et j'espère qu'on annoncera, on aura le plaisir de tous annoncer ça. Clélia, je reviens à toi parce que si on regarde le lien entre l'entreprise et la fiction, toi tu as un peu travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as collaboré avec Carbone 4 qui a créé IF Initiative. IF Initiative, c'est un laboratoire de recherche et qui propose d'accompagner les entreprises dans la projection de leur modèle d'affaires dans l'avenir en fonction d'un certain nombre de variables imprédictibles. Et donc, toi, tu as été sollicité pour travailler sur ces 4 épisodes qu'on ne va pas voir, mais qu'on pourra retrouver prochainement. On fera le pont. Comment tu as fait ça ? Alors tout a commencé grâce aux rencontres Shift, scénaristes, etc. Alors ça c'est vraiment super, c'est ce que tu disais, il y a un sujet de formation, de rencontre, et donc tout ce qui est bon pour mélanger les scientifiques et les scénaristes et les artistes, je trouve, sont des merveilleuses initiatives. Et donc j'ai rencontré Caroline qui du coup gère le projet de IF Initiative, et l'objectif c'est de permettre aux investisseurs de se projeter sur des mondes différents. Il y a 4 scénarios, scénarios au sens prospection, qui sont dictés par des valeurs différentes, l'individualité, le collectif, le droit d'être, par exemple, la nature, c'est la nature et nous, on est de notre côté. Voilà, des valeurs différentes. Et donc, ils vont amener à des usages différents. C'est comme des prospections, le GIEC va faire les climats, et eux, ils essayent de voir qu'est-ce que c'est au niveau de l'usage. Sauf que ça fait tout un tableau de chiffres manipulable, mais en fait, on reste des êtres émotionnels. Donc, tant qu'on ne visualise pas ce qu'on ressent, c'est très difficile de se projeter. Et donc, moi, je suis arrivée à ce moment-là. Donc j'étais super contente parce que c'était pile poil ce que je voulais faire. Il y avait ce savoir d'ingénieur un peu à assimiler, mais de le raconter. Et on a fait l'histoire de Julia qui doit organiser un mariage. Et l'organisation du mariage varie selon les 4 histoires. Donc les mariés veulent se marier en Camargue. Voilà, soit la Camargue, il n'y a plus de Camargue, c'est la guerre civile. Et donc, en fait, on va se marier dans des bulles qui reconstituent la réalité, qui sont hyper tendances, et donc, du coup, elle va organiser le mariage là-dedans. Soit, au contraire, la Camargue, c'est devenu une zone super protégée, ce qui embête carrément Julia, donc elle va essayer de convaincre les mariés de faire... Et moi, j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose qui était que les ingénieurs étaient paradoxalement à la base de l'impulsion du récit, mais par contre, après, il fallait trouver l'enjeu, le format, etc. Et ce qui était marrant dans ces scénarios, c'est qu'on était toujours en train de doser. Par exemple, le scénario le plus sobre, tout le monde habitait dans un village, les gens organisaient le mariage pour leurs voisins, etc. Et Carbone 4 m'a dit, mais il n'y a plus d'entreprise. Il y a un problème, parce qu'on fait les fictions pour les entreprises, donc là, il faut qu'il y ait des entreprises. Je dis, ah oui, mais moi, je croyais que le but, c'était qu'il n'y ait plus d'entreprises.
Donc on a ramené les entreprises, on s'est dit mais en fait c'est vrai, enfin, les gens vont avoir un business, donc comment est-ce que ça s'organise, etc. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que je rejoins complètement Mélissa sur c'est pas des nouveaux récits. En fait, moi je n'ai fait que chercher ce qu'on faisait déjà et essayer de coller comme ça tous les bouts. Les mini-voitures, ça existe déjà. Les organisations d'événements éco-responsables qui se cassent la tête, ça existe déjà. Et donc c'est juste les mettre en valeur dans une même histoire. Voilà, c'était super intéressant. Bravo. Et puis, j'avais envie de t'interpeller. Je surveille quand même l'heure parce qu'évidemment, comme toujours, ça passe super vite. Tu es une fine connaisseuse de la clean tech. Et moi, quand j'entends, c'est Fabrice, hein, tu le rappelles souvent, attention au technosolutionnisme, parce que, et je l'ai encore entendu d'un politique, d'un ministre, pas plus tard que la semaine dernière, qui me l'a dit droit dans les yeux. Ne vous inquiétez pas, Vanessa, pas de souci. Les avions à hydrogène arrivent, donc on peut continuer à faire des aéroports et voler en avion. Voilà, je ne citerai pas et je ne dirai pas que c'était le ministre. Il y a un spécialiste dans la salle des avions hydrogène. Je ne dirais pas que c'était le ministre de l'aménagement du territoire de notre gouvernement. Et voilà. Bon, donc le technosolutionnisme, ça n'est pas la solution. Pour autant, toute cette clean tech là, c'est pas une matière. Alors, je reprends les jargons, j'ai appris plein de choses. L'arche narrative, l'arène narrative, c'est pas super intéressant ça d'aller fouiller de ce côté-là avec une fiction et un long métrage, pourquoi pas? Avec Bertrand Piccard. Oui, bah, complètement. Je pense que, enfin, du coup, la clean tech pour le contexte, c'est les technologies qui vont faire essayer de nettoyer les choses. Donc, par exemple, tout ce qui est robots nettoyeurs d'océans, tout ce qui va utiliser l'économie circulaire, ça, dans le grand jargon que tout le monde adore de la start-up, voilà, ça fait appeler clean tech, comme ça tout le monde s'y retrouve. Et moi, j'adore les innovations et la tech, ce qui est un peu paradoxal dans les milieux écolos, parce que justement, c'est associé à cette idée de start-up, plein de narratifs comme quoi la science va sauver tout ce qu'on doit sauver. Alors que non, la science, c'est une composante petite, c'est un outil, à côté d'outils politiques, sociologiques, etc., qui sont des gros leviers. Et donc, la science va faire un peu son bout de chemin avec des gens qui sont passionnés et qui vont aider d'avancer dans une seule direction. Cette notion d'outil, pour moi, elle est hyper importante parce que quand j'étais en école d'ingénieur, du coup, je me disais, mais en fait, nous, on arrive en bout de chaîne. Enfin, on fabrique les rêves des autres, quoi. Donc, vous avez Top Gun. Waouh, trop cool. Ok, on va faire un avion qui va plus vite. On a Jules Verne, on va aller 20 minutes sous les mers, on va faire le tour du monde en 80 jours. Enfin, tout ça, ça fait rêver. Et ça fait rêver les jeunes ingénieurs. Donc maintenant, je me disais, et je peux pas continuer, enfin, je peux pas fabriquer des trucs pour une vision qui correspond plus. Donc, il faut remonter à la vision. Elle va être politique, évidemment. Moi, je me retrouvais plus dans les questions des récits émotionnels, en me disant, comment est-ce qu'on donne aujourd'hui aux nouvelles générations d'ingénieurs l'envie de construire autre chose, d'avoir d'autres rêves, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me disais, bah, il faut Jules Verne de l'écologie, clairement. Il faut faire le tour du monde très, très lent, mais très, très riche. Et du coup, ça motive. Et aujourd'hui, dans les écoles d'ingé, je fais toujours des formations, etc., bah, spontanément, tous les élèves ont envie de développer des trucs avec le recyclage des déchets, le réemploi, le machin, le truc, et se heurtent toujours aux contraintes actuelles du marché. Mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté qu'on a envie de faire fleurir, tout en rappelant toujours que c'est une composante, que ça ne sauvera pas le reste, et que l'important, c'est de déconstruire un système de valeurs qui va orienter ces développements scientifiques, je pense. Clélia, Jules Verne de l'écologie, donc te voilà rebaptisée. On va arriver proche de la fin, et peut-être c'est intéressant d'avoir trois questions, on essaiera d'en prendre trois. Fabrice, tu as évoqué GenAct. Alors, quel est le lien entre GenAct et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Et on va parler de la capacité d'agir et de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est peut-être pas que votre privilège en tant qu'artiste, créateur. Il y a peut-être cette capacité à aller chercher partout en chacun d'entre nous, Fabrice, c'est ça? Alors, il y a un lien direct, vous allez voir pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, malgré tout, grâce à des médias comme TF1 notamment, la prise de conscience, quand même, elle existe. Et oui, il y a peut-être 30% de climato-sceptiques et 4 ou 5 Français qui pensent que la Terre est plate ou que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Sans doute, sans doute. Mais globalement, les gens savent qu'il y a un problème, quand même. Mais là où les gens sont dans le désarroi, c'est OK, très bien, qu'est-ce que je peux faire? Alors, à titre individuel, on commence à deviner un peu, quand même, parce que sur nos modes de consommation, ce qu'on fait avec notre carte bleue, grosso modo. Mais là où ça devient vraiment beaucoup plus compliqué, c'est comment on gagne de l'argent et comment ça se passe dans les entreprises.
Parce que le pouvoir d'action des individus, si on en reste là, ça ne suffira pas pour atteindre les objectifs fixés par la science. Et donc Genact, on s'est posé la question, mais quel modèle on va proposer aux entreprises pour remplacer leur vieux modèle linéaire extractiviste par un nouveau modèle permacirculaire qui va s'affranchir en fait de l'exploitation abusive, il faut le dire, des matières premières qu'on puise dans la nature gratuitement. Donc aujourd'hui, sans simplifier l'extrême, mais on a un modèle qui consiste à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, on les transforme avec des convertisseurs qui sont alimentés par de l'énergie qu'on ne paye pas cher, avec des produits qu'on utilise très peu de temps, voilà, qu'on fait acheter à des gens qui n'en ont pas toujours besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, en les incitant via de la publicité. Et ensuite, les produits finissent très rapidement à la poubelle. Et le taux de recyclabilité des matières premières qui reviennent dans le circuit industriel, il est extrêmement faible, vu que sur 100 milliards de tonnes de matières premières qu'on utilise tous les ans, il n'y en a que 7% qui reviennent dans le circuit à la fin de l'année. Donc, tant qu'on n'était pas trop nombreux sur cette planète, c'était pas très grave. Mais maintenant qu'on est 8 milliards et qu'on veut tous vivre comme dans les pays occidentaux, notamment les pays dits émergents, l'Inde, la Chine, l'Afrique, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc Genact propose une autre voie, un autre modèle économique à visée régénérative. Et ça, là, bien sûr, on est entre spécialistes, mais il va falloir qu'on rende désirables ces nouveaux modèles d'affaires. Ces nouveaux modèles d'affaires, c'est quand même facile à expliquer. C'est comment rompre avec l'extractivisme. Parce que le problème, c'est ça. Parce que l'essentiel des déchets produits, au-delà des produits en tant que tels, c'est les matières premières pour les fabriquer. Je vous donne un exemple. Un téléphone portable, ça pèse 200 grammes, mais il faut plusieurs tonnes de matières premières pour arriver à... Parce qu'en fait, ça ne pousse pas dans la terre comme une asperge. Hein. Donc il y a beaucoup de matières premières et ça crée beaucoup de déchets, 246 millions de tonnes de déchets miniers pour fabriquer tout et n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est de passer de l'obsolescence programmée des produits à la pérennité programmée. Donc d'inciter les entreprises non plus à fabriquer des produits qui vont devenir des déchets, mais à fabriquer des produits qui vont devenir des banques de matériaux pour le futur. Donc c'est un renversement d'imaginaire complet là. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon, encore une fois, l'économie de la fonctionnalité, c'est pas nouveau, mais c'est d'arriver à faire comprendre à des exécutifs, à des actionnaires, que ce qui est important, c'est de construire des objets, des produits, des bâtiments, des infrastructures qui vont durer très 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 longtemps et on va se rémunérer sur l'usage de ces produits. Donc la vraie liberté demain, on va pouvoir continuer de jouir de tout, mais sans forcément tout posséder. Et pour ça, il faut qu'on intensifie l'usage de ces produits, parce que plus il y aura de gens qui vont utiliser les mêmes produits, moins on aura besoin d'en fabriquer. Et l'essentiel de l'empreinte environnementale de tout et n'importe quoi, c'est la fabrication. C'est pas l'usage, c'est la fabrication. Et reconnaissez, j'ai été visiter le Mont-Saint-Michel là pendant le week-end de l'Ascension. Qu'est-ce qu'on visite quand on est en vacances? On visite que des trucs qui ont été construits il y a 400 ans parce que c'était construit pour durer à l'époque. Voilà. Et je ne crois pas qu'on va aller visiter des bâtiments qui ont été construits dans les 30 dernières années, dans 200 ans, parce qu'ils vont même plus exister tellement ils ont été mal construits. Donc on a besoin d'avoir des produits, des beaux produits, qui vont durer très longtemps, qui vont être partagés, mutualisés, et les industriels vont devoir donc constituer ce patrimoine de beaux produits dont on sera fier. Donc moins de mètres carrés, mais mieux en mètres carrés, moins d'infrastructures, mais des beaux ouvrages d'art qui vont durer très 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 longtemps, des beaux produits qu'on va utiliser très très longtemps. Il faut revenir au beau, à une belle architecture, à des produits ultra durables, des vêtements qu'on peut mettre longtemps et qu'on est fier de mettre longtemps. Et les manufacturiers, les entreprises, vont devoir donc passer d'un marketing de possession à un marketing de l'usage, donner envie d'utiliser son produit, mais le produit restera la propriété de l'entreprise, notamment pour l'entretien, et faire ce qu'on appelle de l'amortissement décomposé. C'est un peu compliqué, et donc cet après-midi, le C3D, et Genact, on va avoir des sénateurs pour leur dire on a besoin de nouveaux véhicules financiers pour financer cette nouvelle économie, parce que dès lors que l'entreprise reste propriétaire de ses produits, aujourd'hui, dans la comptabilité telle que c'est mis en place,
ça pose tout un tas de problèmes. Donc il faut pouvoir sortir ça du bilan. Enfin, il y a plein d'aménagements à faire pour que ce soit viable. Et on va faire des propositions très concrètes donc aux députés de la Commission des finances. Et ensuite, on ira voir à l'Assemblée nationale. On y va avec des propositions. Le Shift Project a levé 2,3 millions d'euros. C'est la campagne Ulule la plus financée, le record d'Europe. Là, c'est pareil, pour faire des propositions, pour faire émerger cette nouvelle économie, l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité, pour tous les secteurs de l'économie, évidemment. Et ça montre bien qu'on va pouvoir préserver le meilleur de la technologie, parce que personne ne veut revenir au dentiste des années 80 ou au téléphone des années 20, évidemment, mais avec une conscience plus aiguë de la préservation des matières premières. Et je finirai en disant que l'objectif de cette nouvelle économie de l'usage, c'est le cash qui va être généré, et c'est là que c'est la grande différence par rapport à ce qu'on faisait avant dans la RSE dit 1.0, comme tu pourrais le dire toi-même, c'est qu'on va inciter les entreprises à réinvestir une grande partie des bénéfices qu'elles vont faire dans la régénération de ce qui a été abîmé pendant des décennies d'économie linéaire. Alors ça veut dire quoi abîmer? C'est-à-dire qu'on a mis trop de carbone, il va falloir qu'on aille le chercher pour le remettre sous terre. On a pollué les rivières avec trop de plastique, on a pollué l'air avec trop de particules. Donc on va inciter les entreprises à inclure dans leur modèle économique, dans les étages technologiques de fabrication de leurs produits, eh bien, toutes les dispositions pour venir nettoyer, régénérer, restaurer tout ce qui a été sali par les activités. Et ça va devenir une obligation morale que les entreprises vont devoir démontrer, parce qu'en fait, on crée une dette environnementale lorsqu'on crée quelque chose, mais maintenant, il va falloir qu'on démontre qu'on rembourse cette dette environnementale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 3 types de dettes: la dette financière, la dette humaine et la dette environnementale. Ben, il faut démontrer qu'on puisse la rembourser. Et ben ça, c'est une révolution. Donc, pour en savoir plus, ma chère Vanessa, ben, il faut adhérer à GenAct. GenAct, c'est une association qui apporte ces solutions, qui sont des solutions organisationnelles sur les modèles économiques. Donc adhérer, il y a plein de contenus extraordinaires. Donc quand vous êtes membre de GenAct, ben, vous payez un fee qui vous donne accès à des contenus payants et gratuits, mais comme vous êtes membre, vous payez moins cher. Et surtout, si vous vient l'idée d'un modèle d'affaires à visée régénérative dans votre organisation, eh bien vous pouvez créer un GenLand, c'est bien ça? Un GenAct Land ou un GenAct Lab. C'est toi qui l'a créé, donc vas-y, explique-le. Non, mais c'est vrai que je suis un peu jugée partie sur cette histoire-là, mais GenAct, effectivement, vous êtes tous GenActeurs et GenActrices en puissance, hein, c'est-à-dire que c'est adressé à toutes celles et tous ceux qui veulent se manifester dans tout ce que vient de raconter Fabrice pour opérer la bascule. 200 contenus, c'est 30 € quand on adhère en tant qu'individu, puisque ça s'adresse aux individus. Vous avez 200 contenus fournis par 37 partenaires. Donc GenAct, c'est l'agrégateur du meilleur du contenu de la RSE 2.0. On connaissait la RSE. Aujourd'hui, c'est la RSE 2.0 à visée régénérative. 200 contenus gratuits à partir du moment où vous êtes GenActeur. Et c'est une vraie expérience d'apprentissage et vous avez la possibilité de créer un GenAct Land parce que vous êtes sur un territoire, votre territoire de naissance qui vous tient à cœur et vous avez envie d'agir sur ce territoire ou sur un sujet particulier et vous pouvez créer en toute autonomie à partir de la plateforme quand vous êtes membre un groupe de travail, donc un GenAct Lab ou un GenAct Land et recruter sur la plateforme tous ceux qui vont pouvoir vous rejoindre autour de cette capacité d'agir. Donc n'hésitez pas et puis on va projeter un tout petit film justement pour vous donner envie de vous précipiter sur GenAct quand vous allez sortir. En tout cas, moi, je serais très heureuse de vous retrouver, de voir que vous nous rejoignez sur cette plateforme. Et on est déjà des milliers avec un succès, parce que ça a été lancé il y a quelques mois maintenant. Donc vous êtes déjà 2000 GenActeurs, GenActrices et 6000 followers. Et bien sûr, c'est un développement maintenant exponentiel. Un tout petit film pour présenter GenAct. Et puis ce sera... ça va être difficile. J'aimerais qu'on me fasse un petit signe si on pourra prendre 2 questions. Et s'il y a un impératif horaire, il faut nous rappeler à la raison. On regarde le petit film, on prend 2 questions et on conclut.
voilà, alors ça n'est pas de la fiction, mais il y a de l'imaginaire à aller chercher en chacun d'entre vous. Et peut-être pour renouer avec cette utopie dont on parlait en introduction, l'utopie, c'est pas l'utopie ce qui est inatteignable, c'est ce qui peut être atteignable, ce lieu qui n'existe pas encore, ce lieu où on va être bien. Donc tout ça, c'est à inventer ensemble. Et c'était l'auteur Eduardo Galeano qui disait que l'utopie, elle sert à avancer. Et bien, Gen Act, ça sert à avancer, à mettre en mouvement. L'imaginaire, la fiction sert à mettre en mouvement. C'était donc le trait d'union dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis, oser imaginer ce lieu, cette safe place, hein, quand on parle des limites planétaires, on parle de la safe place. Et bien, ça, on doit le faire exister tous ensemble. Alors, je vous remercie. J'ai adoré discuter avec vous, ces échanges et les projets qui se profilent, et vraiment tous mes vœux de succès pour tout ce que vous faites et votre enthousiasme qui est absolument contagieux, c'est extraordinaire, bravo et merci. Et je crois que c'est maintenant Sophie Bakri qui va prendre le relais et parce qu'il y a une remise de prix maintenant, donc je vais céder la place et à nouveau vous souhaiter plein de succès dans vos aventures respectives à tout prix.